Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Conteuse de plumes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous conter une plume méconnue. Une plume étonnante, une plume juste, dense, authentique, à l'image d'une voix dense, juste, authentique. Une voix caractéristique surtout par ses graves rocailleux et sensuels, par sa prosodie très vive qui dénotait d'une intelligence elle-même très vive, et ses accents un peu populaires qui étaient toujours d'une élégance rare. La voix d'une femme engagée, d'une femme passionnée et passionnante, d'une femme toujours incarnée en elle-même, d'une femme qui, malgré des changements rapides au niveau de son physique, fut toujours la même, intègre et toujours dans son intériorité. Une femme de lettres donc, une femme qui fut oscarisée à Hollywood et césarisée à Cannes, une comédienne donc, et une comédienne qui a marqué la pellicule du XXe siècle de sa beauté solaire dans un film de 1952 de Jacques Becker qui rendait hommage, ou qui donnait simplement les traits de cette beauté sublime, à la prostituée qui fut la compagne du gang des Apaches, ce fameux gang qui sévit à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle dans le nord parisien, et que l'on surnommait donc Casque d'Or en raison de sa blondeur. Vous l'aurez reconnu et vous savez lire aussi les titres des vidéos, il s'agit donc de Simone Signoret. Simone Signoret, évidemment la femme, la comédienne, mais surtout la plume, la passeuse de plumes, puisqu'elle fut traductrice, mais la plume en elle-même de 2 récits autobiographiques, 2 récits de soi, et d'un seul roman malheureusement, un roman qui fut son premier et son dernier, puisqu'elle a disparu quelques mois après sa publication en 1985, un roman qui s'appelle Adieu Volodia, et que vous devez absolument découvrir. Alors, je me change, puisqu'il faut me départir de cette perruque, car malheureusement, tout le monde ne peut pas être Simone Signoret, et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà en couleur, la couleur a été inventée, et je ne sais pas si j'y gagne au change. Néanmoins, je vais pouvoir vous parler ainsi de la plume, Simone Signoret, avant de pouvoir partager avec vous le plaisir de lecture que m'a procuré Adieu Volodia. Alors, Simone Signoret est née en 1921, à Wiesbaden, d'un père français d'origine juive polonaise, traducteur de son état, et d'une mère française originaire de Marseille. Au départ, elle s'appelle Kaminker, c'est le nom de son père. Et donc les Kaminker vont être obligés de quitter Paris en 1939 pour se réfugier en Bretagne. Et pendant quelques mois, Simone Signoret sera même l'élève d'une résistante très connue du nom de Lucie Aubrac, qui était alors professeure d'histoire au lycée de Vannes. En 1940, son père va être obligé de quitter la Bretagne pour rejoindre la France libre à Londres. Et Simone Signoret et sa maman vont rentrer à Paris. Simone Signoret sera dans l'obligation de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Et elle travaillera pendant quelques mois comme assistante auprès d'un journaliste collaborationniste notoire du nom de Jean Luchaire, qui n'était autre que le père d'une de ses anciennes camarades de classe, une camarade devenue actrice, une comédienne au nom de Corinne Luchaire. Alors, c'était vraiment osé en s'appelant Kaminker, et quand elle est partie, elle leur a dit sur un ton de défiance et un ton prophétique: vous serez tous fusillés. Ce qui, à 19 ans, marque quand même un certain courage et une certaine liberté de parole. Et une audace. C'est en fréquentant en fait le Café de Flore par la suite qu'elle va rencontrer des artistes, des intellectuels, que cela va la mener à faire de la figuration dans les films de Marcel Carné, dans les films de Jacques Prévert, en sachant qu'on est toujours en pleine période de guerre, qu'elle ne présentera jamais sa carte de travail de la Propagandstaffel, et qu'elle sera tout de même obligée de changer de patronyme et définitivement d'abandonner son nom Kaminker au bénéfice de celui de sa mère, Signoret. Alors, Simone Signoret a eu la carrière cinématographique qu'on lui connaît. Après-guerre, il y a eu vraiment une explosion avec Casque d'Or en 1952, mais aussi avec Thérèse Raquin en 1953. Elle fut oscarisée, césarisée, elle est montée sur les planches, en France, aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'elle maîtrisait très bien la langue de Shakespeare. Et bon, alors pour sa vie personnelle, au tout départ, elle était mariée avec le réalisateur Yves Allégret, puis avec un crooner de music-hall dont elle est tombée éperdument sous le charme du nom d'Yves Montand, et le couple qu'elle va composer d'ailleurs avec Yves Montand
sera un couple d'engagement, un couple passionné, un couple qui va porter leurs idéaux de gauche un peu voilà sur la scène, sur le devant de la scène. Ils vont être taxés de compagnons de route du Parti communiste sans jamais avoir pris leur carte du parti. Néanmoins, ils prendront leur distance avec le bloc de l'Est, dirons-nous les choses comme ça, dès 1957, à l'issue, au retour d'une tournée d'Yves Montand. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même en pleine période, il faut s'en rappeler en tout cas, de guerre froide. Le monde est bipolaire entre un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est. Donc, les acteurs, les comédiens c'était un peu périlleux de passer de l'un à l'autre, tout de même. Eux, ils avaient vraiment le courage de leurs opinions et ils ont pu comme ça travailler et aux États-Unis et quand même passer à un moment donné par les pays de l'Est. Et tout ça en restant, à mon avis, très intègres dans leur démarche. Voilà, c'est ce qu'on sait en général de Simone Signoret. Et ce qu'on ignore, c'est qu'elle fut une passeuse de plumes, c'est-à-dire une traductrice d'un roman, d'une nouvelle, d'une pièce de théâtre, de l'anglais américain vers le français, et une plume elle-même. Alors évidemment sur le tard, puisque malheureusement, elle nous a quittés en 1985, l'année de la publication du roman Adieu Volodya. Mais tout de même, quel témoignage merveilleux de pouvoir laisser aussi cela, cette partie d'elle-même, avant de partir. Alors moi, j'ai découvert la plume, Simone Signoret, par hasard, en passant devant un bouquiniste il y a quelques années à Paris, et en découvrant ceci, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Alors le titre, il est fabuleux, extrêmement poétique et très plein de densité. Évidemment, la couverture avec la sublime Simone Signoret, donc je n'ai pas résisté et je l'ai dévoré. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'au départ, ça commence comme un entretien avec un journaliste qui pose des questions, elle raconte sa vie, et très rapidement, elle va prendre l'ascendant, elle va prendre la plume surtout, et se livrer à un exercice différent. On n'est plus du tout dans l'entretien, on est dans le récit de soi, dans le roman autobiographique, mais avec une force, puisque tout ce qu'elle décrit, c'est ce qu'elle a vécu de ce XXe siècle. Et étant une femme incarnée, elle a vécu les choses de façon lucide et de façon intelligente, donc on apprend quand même beaucoup de choses, et son écriture. J'ai trouvé ça fabuleux parce que lorsque je lisais, j'entendais la voix de Simone Signoret. Quand je lis des passages de ce qu'elle dit, de Montand, de leur interaction, de leur dialogue, j'entends la voix de Montand. Et je me suis dit, je pense qu'il y a là de la plume. Il y a de la plume dans l'air. Et j'ai donc découvert ici qu'elle avait écrit un roman qui s'appelle Adieu Volodya. Il est temps donc maintenant de parler du roman. Alors le roman, le voici, Adieu Volodya. Alors de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Eh bien en fait, il va nous plonger dans la vie des habitants d'un immeuble au 58 rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris, en plein quartier de Belleville, un quartier populaire entre 1925 et 1945. Alors l'immeuble est quasi exclusivement occupé par des réfugiés d'Europe de l'Est, qu'il s'agisse, en l'occurrence sur cet immeuble, il est majoritairement occupé par des juifs polonais, ukrainiens, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, pas très loin, des princes, des Russes blancs, qui ont fui les atermoiements liés à la révolution d'octobre 1917. Et nous suivons plus particulièrement deux familles. Les Gutman, qui sont des juifs ukrainiens arrivés en France en 1919, et les Roginski, juifs polonais arrivés donc de Pologne en 1921. Ils ont chacun des enfants nés en France, Maurice et Elsa, Zaza pour les intimes, qui vont eux très vite s'intégrer dans le creuset commun en fait français à travers l'école républicaine, à tel point qu'à un moment donné, ils ne répondront plus aux questions en yiddish et parleront bien mieux français que leurs parents. Le roman commence donc sur la réception des documents de naturalisation des Gutman et des Roginski, qui est une véritable fête puisqu'ils deviennent français, adhérant ainsi aux valeurs de la République, aux valeurs des droits de l'homme, et surtout oubliant et se promettant de ne jamais plus parler du malheur qu'ils ont fui. On ne parlera jamais de pogrom, ni à Maurice, ni à Elsa. En tout cas, on essaiera. Le roman débute donc ainsi, alors j'espère en faire une belle lecture pour ne pas trahir la plume de Simone Signoret. Donc on y va. Alors il s'agit de faire
au tout début le focus, comme une caméra, sur les enfants Maurice et Elsa. Ils n'avaient pas de folklore de première rencontre. Ils ne s'étaient jamais rencontrés puisqu'ils s'étaient toujours connus. Simplement, elle était arrivée un peu plus tard que lui, mais c'est à bord de la poussette de Maurice, qui trottait déjà, que Zaza avait fait sa première sortie en ville sous le soleil de son premier printemps parisien de petite fille juive polonaise. Il était Gutman, Maurice, né d'Eli et de Sonia Gutman, eux-mêmes natifs des environs de Jitomir, Ukraine, un matin de décembre 1919, au deuxième étage à gauche d'un immeuble de 3 étages, situé au 58 rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris. Elle était Elsa, née de Stepan et d'Olga Roginski, eux-mêmes natifs des environs de Lublin, Pologne, une nuit de mars 1921, au deuxième étage à droite d'un immeuble de 3 étages situé au 58 rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris. Enfants juifs d'Ukraine, enfants juifs de Pologne, ensemble ils avaient cessé de l'être un soir de juillet 1925, quand messieurs Gutman et Roginski étaient rentrés à la maison avec leurs papiers de naturalisation si dévotement espérés. Les larmes aux yeux, les deux hommes les avaient sortis de leur poche et les avaient présentés à mesdames Gutman et Roginski qui étaient tombées dans les bras l'une de l'autre en sanglotant. Les papiers étaient précieusement serrés dans 2 porte-cartes en peau de porc-miel, fabriqués personnellement par M. Gutman, ouvrier maroquinier dans un atelier qui fournissait Lancel de l'Opéra et Bond Street du Faubourg Saint-Honoré. Les porte-cartes étaient passés de main en main au cours d'une petite fête improvisée à laquelle s'étaient joints les Lowenthal du 3e droite, Isidore Barsky du 3e gauche et les Stern du 1er droite. Les Lowenthal et Isidore Barsky avaient comparé les documents tout neufs aux leurs qu'ils avaient eu la chance d'obtenir 5 années plus tôt. Il faut dire qu'eux-mêmes étaient beaucoup plus âgés. Ils étaient arrivés autour de 1905 et pendant Wirtzen 18, leur existence d'apatride n'avait pas été des plus faciles. Beaucoup de tchaï pour les dames, un peu de vodka pour les messieurs, carrément trop pour Isidore Barsky, avaient coulé ce soir-là dans les 2 petits logements du second dont les portes d'entrée étaient toujours ouvertes sur le palier commun, tandis que Maurice et Zaza étaient descendus comme tous les soirs d'été rejoindre la bande des enfants du quartier. Alors, je m'excuse, je suis obligée de faire des coupures, puisque Simone Signoret avait beaucoup à dire, l'écriture est merveilleuse, mais là, ce serait trop long à vous lire. Je reprends donc un moment où l'on parle de Sonia et d'Olga, donc les épouses Gutman et Roginski. Mais ce soir-là, le soir de la naturalisation, elle ne calculait rien du tout. Elle souriait. Tout le monde souriait, même Madame Lowenthal et surtout Monsieur Lowenthal. Mais Monsieur Lowenthal ne cessait jamais de sourire. Ça lui évitait de parler. On ne savait pas très bien s'il parlait le français, le yiddish ou le hongrois, les occasions de s'exprimer lui étant trop chichement allouées par sa maîtresse femme et peu recommandées sur son lieu de travail. Monsieur Lowenthal était polisseur de diamants. Quant au Stern du premier, si mélancolique d'habitude, été par le peu de vodka qu'Isidore Barsky les avait obligés à boire, ils s'étaient mis à chantonner. Malheureusement, leur mélopée en hébreu avait quelque peu attristé l'assistance, jusqu'au moment où le prince avait fait son entrée. Le prince Andrei Alexeyevitch Gromov était une sorte de pièce rapportée dans cette assemblée. Les raisons qui l'avaient incité à ne pas rejoindre son régiment impérial en 1905 n'avaient rien de commun avec celles qui avaient poussé les locataires de l'immeuble à s'expatrier. Elles avaient plus à faire avec les tapis verts des casinos qu'avec les convulsions de l'histoire mondiale. Après de fabuleux bancos et de catastrophiques banqueroutes, il était présentement artisan chauffeur de taxi, résident de l'hôtel de la Gare au 42 rue de la Mare et partenaire aux cartes d'Isidore Barsky, avec lequel il entonna immédiatement « Je sais que vous êtes jolie » en s'accompagnant de sa guitare qu'il avait pris soin d'apporter. Seuls manquaient à la fête les bonnets du premier gauche face au Stern. Sans être vraiment xénophobe, il n'aimait pas beaucoup les étrangers. Sans être carrément antisémite, il n'aimait pas beaucoup les juifs. Sans être absolument chauvin, il détestait les nouveaux Français, plus particulièrement ceux d'origine juive. Il s'était donc abstenu. Au demeurant, M. Bonnet, employé au service du cadastre de la mairie du 20e arrondissement, aimait à se coucher tôt. Il était gazé de la guerre. Comme les fenêtres du second étaient grandes ouvertes, les bruits de la célébration le dérangeaient sans doute. M. Bonnet avait toussé davantage et plus bruyamment qu'à l'ordinaire. Mais ça n'avait guère troublé les jumeaux Bonnet, Charles et Lucien, qui s'en étaient allés rejoindre Maurice et Zaza et les autres dans la maison en démolition du 21 de la rue Henri Chevreau, où se déroulait depuis 10 jours une fabuleuse chasse au trésor. C'est peu après cette chaleureuse soirée, où même la vieille Madame Lutz avait quitté sa loge pour faire une courte apparition, qu'un incident apparemment bénin avait déclenché une cascade d'événements tout à fait imprévisibles. Et oui, de quel événement bénin s'agit-il ?
Eh bien, en fait, il s'agit de l'évocation par erreur, par mégarde, du nom de Petlura, qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque les enfants vont se mettre à répéter Petlura, pouet pouet. On ne sachait pas ce dont il s'agit, mais tout de même, en sentant qu'il y a là peut-être le spectre d'une sorcière au coin du bois, d'une espèce de Baba Yaga. Et effectivement, là est toute la force aussi du roman, parce que le roman est aussi fort sans cela, mais la force de Simone Signoret, c'est d'avoir intégré ou fait appel ou invoqué l'histoire, la grande histoire, pour y rattacher ces personnages fictifs qui, malgré le fait qu'elle nous assure qu'ils sont sortis de son imaginaire et qu'elle les voyait défiler devant elle comme des fantômes surgis du passé qui demandaient à retrouver une sépulture dans les lignes de ce livre et donc à ne jamais perdre finalement leur existence, eh bien, ces personnages fictifs ont l'air absolument authentiques. Ils sont attachants, ils sont tendres, ils sont parfois un peu fous, ils sont traversés de mille choses. Et les portraits, en fait, sont très nombreux, très détaillés. Eh bien, ces personnages fictifs vont être rattachés par Simone Signoret à l'histoire. Puisqu'en effet, Petliura était un leader nationaliste ukrainien dont le nom, pour tous les juifs de Pologne et d'Ukraine, était synonyme de pogrom. Et ce Petliura avait en fait trouvé refuge à Paris et il s'était évidemment caché. Et un beau jour de 1926, il fut assassiné en pleine rue par un révolutionnaire russe, juif, de confession juive. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'il avait perdu effectivement de nombreux membres de sa famille dans les pogroms, du nom de Samuel Schwarzbard. Donc ça s'est passé rue Racine, en pleine rue, près du boulevard Saint-Michel, je crois que c'était le 25 mai 1926. Et donc cet événement, ils vont le retrouver dans la presse. Les Gutmann vont retrouver cet événement et être saisis par la chose, parce que non seulement c'est l'évocation donc des pogroms qui leur revient, et que l'année suivante, l'avocat en fait de Samuel Schwarzbard, Henri Torres, va avoir l'idée de faire venir 80 survivants des pogroms, 80 rescapés en France pour témoigner à la barre en faveur de son client. Ça, c'est dans l'histoire réelle. Eh bien, Volodia sera en fait, personnage fictif, sera en fait un de ces 80 rescapés appelés à la barre. Et les Gutmann vont reconnaître dans la presse le visage de Volodia qui n'est autre que leur cousin laissé mort dans le pogrom de Jitomir, qui fut un pogrom absolument sanglant. Donc il revoit ce visage de ce cousin, ce spectre, dont il voulait en fait, alors il ne voulait pas oublier l'existence de leur cousin, mais il voulait oublier l'existence des pogroms, et il le voit avec cette balafre sur le visage à se cacher un peu des appareils photo, il découpe l'image sur le papier journal et l'insère en fait dans le cadre des nôtres pour qu'il revienne dans la famille. Ils essaieront de rencontrer Volodia. La rencontre sera escamotée par le traducteur russe soviétique. Et là, on voit aussi un peu de l'histoire de Simone Signoret, puisqu'elle-même avait essayé de rencontrer sa cousine de Bratislava lors de la tournée de 1957. Et la rencontre ne fut pas possible, simplement parce que sa cousine avait un mari en prison, un prisonnier politique. Donc la rencontre fut escamotée. Là de même, la rencontre avec Volodia, on n'est pas à la même époque, évidemment, on est en 1927, ne va pas être possible. Et je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, sur ce qu'il va advenir de Volodia, puisque je ne voudrais pas vous déflorer ce livre, et ce qui va advenir aussi de toutes ces familles qui sont aux 58 rue de la Mare, puisque le roman s'arrête en 1945. Mais ce qui est fabuleux, c'est que tous ces portraits croisés, ces vies pleines d'espoir, d'espoir dans le Front populaire, d'espoir dans la France, d'espoir dans leur famille, dans leur avenir. Voilà, nous savons à la lecture du livre qu'il y a des dangers terribles qui les attendent, la montée du nazisme, qu'à côté on voit aussi les effets en fait de la révolution bolchevique à l'est, voilà, et tout ce remaniement, ces montées de nationalisme, alors qu'on est plein d'espoir en France. Donc je n'en dirai pas plus sur le fond et sur la forme. Moi, j'ai été absolument éblouie par la plume de Simone Signoret, que j'ai trouvée juste, droite, jamais dans tous ces petits arrangements qu'on se fait avec la langue pour faire du joli, mais
toujours dans cette droiture, dans une vraie très grande plume. Et dans l'évocation des images qui sont si fortes. Alors oui, on pourrait dire cinématographiques, mais c'est surtout l'apanage des grandes plumes, de savoir nous donner des images, d'invoquer en fait finalement ces esprits pour nous et pour être dans cette partage d'émotions en fait avec les personnages qu'on suit. Donc si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de lire Adieu Volodia, qui à mon avis n'a pas eu la réception qu'il méritait lorsqu'il est sorti en 1985, sans doute parce que Simone Signoret était une actrice connue, cataloguée ainsi, mais pour moi c'était surtout, avant tout, une grande plume, celle de sa propre vie, et celle aussi d'un roman magnifique qui s'appelle Adieu Volodia. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Simone Signoret, les nouvelles générations, je vous invite non seulement à la lire, mais aussi à la regarder jouer. Vous ne serez pas déçus. Alors qu'il s'agisse évidemment de Casque d'or, dont nous avons parlé tout à l'heure, le film de Jacques Becker, de Thérèse Raquin, qui est donc l'adaptation cinématographique du roman d'Émile Zola, des Diaboliques, superbe aussi adaptation d'un roman réalisé par Henri-Georges Clouzot avec la frêle Vera Clouzot. Voilà, le duo est absolument formidable. Mais aussi voilà, Madame Rosa, hein, de La vie devant soi, adaptation du roman d'Émile Ajar, plus connu sous le vrai nom de Romain Gary, ou encore Le chat de Simenon, hein, qu'elle joue avec Jean Gabin, où elle est formidable. Alors, c'est une adaptation de Simenon, hein, je crois que c'est Pierre Granier de Fer, le réalisateur. Mais voilà, vraiment, il faut voir ces petits bijoux hein, d'authenticité, et voilà, elle est tellement juste et belle et lumineuse, et ce, à n'importe quel âge, contrairement à ce qu'on a pu dire lorsqu'elle avait changé de physique. Moi, je la trouve absolument merveilleuse. Et si j'avais un souhait à formuler, ce serait que Adieu Volodia soit lu, puisqu'on fait beaucoup d'audiolivres maintenant, par une voix proche de la sienne. Alors, c'est difficile d'avoir une voix proche de la sienne, puisque la voix, c'est le tissu de l'âme, hein, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce que nous avons en nous, c'est toute notre richesse intérieure. Mais je pense que Catherine Allégret, sa fille, également comédienne, pourrait nous faire là un beau cadeau, si tant est qu'elle en ait envie. Mais ce serait vraiment voilà, une belle continuité et une belle filiation. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire La plume de Simone Signoret. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons films, hein, du coup aussi, et vous dis à bientôt sur Conteuse de Plumes. À bientôt!